Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, à Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Au Palais Fèche. Écoutez, les histoires de... L'histoire... Cita Dayanch. Cita Dayanch. Racine de Ciel. Cita Dayanch. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle proposition de Racine de Ciel. C'est une grande première, puisque nous ne sommes pas en duplex, mais avec notre invité dans le cadre exceptionnel du Palais Fèche, musée des Beaux-Arts de la ville d'Ajaccio. Plus précisément, dans la salle François Hollandine consacrée aux peintres corses. Nous recevons ce soir Jean-François Rozek pour son roman intitulé La vertu des paysans, paru en début d'année aux éditions Omara. Jean-François Rozek, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant d'entamer cette conversation, quelques éléments biographiques à destination de notre public. Vous êtes natif d'Ajaccio, professeur de philosophie, écrivain et traducteur. Nous vous devons notamment la co-traduction en français de Murtorio, roman de Marco Biancarelli, paru en 2012 chez Actes Sud, ainsi que la traduction en langue corse, cette fois-ci, et chez Colonne à édition, de La Tempête, pièce en 5 actes du dramaturge anglais William Shakespeare. Vous êtes également l'auteur de plusieurs nouvelles en langue corse, éditées dans des ouvrages collectifs. Citons Hanovre, dans Tarori et Fantasy, Colonne à édition 2014, et Ludwig, dans Tonu et Tempesta, édition Tonu et Tempesta, en 2019. En 2021, vous participez au lancement de la revue Littérature, adossée à l'association éponyme, en compagnie de Jérôme Luciani, Marco Biancarelli, Didier Rey ou encore Jérôme Ferrari. Comme son nom l'indique, cette revue a pour objet principal la promotion de la création littéraire corse, sans nombrilisme réducteur toutefois, mais plutôt dans une démarche interactive d'échanges fructueux. Nous allons évoquer ensemble votre premier roman, publié par Omara, une toute nouvelle maison d'édition, basée en Corse, plus précisément dans l'Alta Rocca. Ce roman, intitulé La vertu des paysans, flirte, un flirt très poussé quand même, avec le fantastique, le postmodernisme elliptique et la critique sociétale un brin désabusée, sous le regard d'un narrateur que l'on devine à la fois unique et multiple. Le texte, c'est très important, est accompagné d'une traduction en langue corse signée Jean-Yves Aquavive. Alors, Jean-François Rozek, une première question. Vous aviez jusqu'à présent publié des nouvelles. Pourquoi avez-vous décidé de passer au format roman, même s'il s'agit ici, précisons-le, d'un roman court? En fait, c'est que non pas le roman, mais l'histoire préexistait aux nouvelles ensuite qui ont été publiées. C'est-à-dire que c'est une histoire qui traîne chez moi sur mon ordinateur depuis une bonne dizaine d'années. Et effectivement, quand Marc Biancarelli m'a sollicité pour publier des nouvelles, que ce soit sur les blogs d'abord et ensuite c'est paru en format papier, il s'agissait de bouts, en fait, de morceaux de cette histoire, notamment un œuvre que vous avez cité, qui est paru dans le volume Tower Fantasy, merci, et qui a été reprise, écourtée dans La vertu des paysans. Ouais. Si vous voulez, l'histoire était là avant la parution des nouvelles. Quoi. Alors, quelques mots sur le titre. Il peut a priori dérouter le lecteur. La vertu des paysans, a priori, on imagine une ode au pastoralisme. Il n'en est absolument rien. Rien de bucolique dans votre livre, mais plutôt la nostalgie d'une sorte de pureté originelle perdue. Pourquoi ce titre ? Ce titre, en fait, oui, qui sonne tout à fait passéiste au mauvais sens du terme, ou une sorte de nostalgie d'un monde qui n'existe plus, et de ces choses-là. Ce titre, en fait, aurait été celui de l'ouvrage qu'aurait écrit le personnage principal, à propos de son monde, qui est pris comme ça, à un moment donné, dans une sorte d'hésitation politique, philosophique, liée à sa propre condition, à celle des siens, à l'action violente. Il se pose beaucoup de questions, bon, je ne vais pas bien tout dévoiler, mais il aurait voulu parler des siens de cette manière-là. Et dans le roman lui-même, le titre apparaît à un moment donné pour
ouvrir la partie centrale du roman. Alors le roman baigne dans une atmosphère extrêmement particulière. Il commence par un prologue situé de nos jours dans une Rome crépusculaire, décadente, à l'atmosphère rappelant tour à tour les gravures de Piranesi ou les films de Pier Paolo Pasolini. Votre narrateur y apparaît désabusé, en proie au doute, et on s'aperçoit vite qu'il y a une construction en boucle avec l'épilogue que bien évidemment nous n'allons pas dévoiler. Les personnages sont noirs souvent, même si le livre est traversé de figures angéliques. Il y a beaucoup de références aux peintures de Giotto justement. Et pourquoi sur les incarnations de ce propos central, comment avez-vous composé cette galerie de personnages que l'on retrouve de manière discontinue, voire elliptique dans le livre? Ils apparaissent à intervalles irréguliers justement. S'agissant du personnage principal, de celui qui apparaît en premier donc dans le bouquin, il s'est très longtemps confondu dans mon travail, dans l'élaboration du roman. Il était très longtemps confondu avec Paolo Rossi, qui est ensuite devenir son double de la génération, on va dire, précédente, quelqu'un qui a grandi dans les années 70, alors que le narrateur a à peu près quelque chose comme 45 ans de nos jours. Donc il y a des personnages comme ça qui étaient uniques et puis qui se sont dédoublés au fur et à mesure de l'élaboration du récit. Par contre, les deux personnages féminins, non, c'était deux personnages distingués. Ils sont particuliers aussi, les deux personnages féminins. Alors, il y a quelque chose d'éminemment cinématographique dans ce livre. La construction, d'abord, en courts chapitres d'époques différentes qui font réapparaître ou non les personnages, justement, un peu à la matière d'un film à sketch dans la plus pure tradition italienne. Et l'esthétique, qui évoque à la fois celle de David Lynch et celle du néoréalisme italien. Néoréalisme italien d'autant plus évoqué qu'effectivement une partie du livre, plusieurs parties même, font allusion à ce qu'on a appelé la période des années de plomb en Italie, la décennie 70-80 avec cette vague d'attentats meurtriers. On peut rajouter aussi un zeste de Fellini et peut-être même de Visconti. Est-ce que cette dimension cinématographique ou ces références sont délibérées ou elles ont été conscientisées a posteriori, elles se sont imposées d'elles-mêmes? Non, totalement délibérées. Ah. Et s'agissant de Pasolini, il y a un film de Pasolini qui s'appelle, alors j'ai pas le titre en français, c'est Uccellone et Uccellini, je ne connais pas, où les deux personnages comme ça déambulent dans des zones périurbaines. Et là, pour le coup, effectivement, ce film-là, par exemple, a fait partie des images que j'avais en tête. Ensuite, Fellini, Visconti, et le Visconti de ce film avec Burt Lancaster, décidément j'oublie les titres. Quel guépard? Non. Où c'est Burt Lancaster vit dans un appartement tout seul comme ça, et enfin bref. Decati, etc. Donc oui, il y a cette atmosphère-là et ces films-là tout à fait complètement. Ouais. Alors on pourrait aussi ajouter une référence à la dimension sociétale du roman italien que l'on retrouve chez l'écrivain Vasco Pratolini, qui a également été co-scénariste de nombreux films célèbres. Et il y a, je le disais précédemment, cette dimension politique très importante. Vous faites d'ailleurs un parallèle entre l'Italie des années 70 et la Corse des années 90, marquée notamment par les affrontements sanglants entre nationalistes. Pourquoi ce parallèle? Je dis bien parallèle et pas confusion, d'autant plus étonnant ici que la Corse y est peu présente dans votre livre. Alors, parallèle, non pas confusion, bien sûr. Le parallèle est fait dans la mesure où ceux qui se sont retrouvés vraiment in medias res, au milieu des choses, ne comprenaient absolument pas ce qui se passait, pourquoi, quels étaient les tenants et les aboutissants de ce conflit, de cette guerre. Et j'imagine c'est ce qui a dû se produire pour nombre d'Italiens à la fin des années 70, début des années 80, où il y avait des attentats venant de l'extrême droite, le gare de Bologne, qui est cité dans le livre, et des attentats commis par l'extrême gauche, par les brigades rouges. Donc une sorte de sidération, d'incompréhension qui d'après moi, s'est produit dans les deux cas. Ouais.
Et ce personnage-là, ce jeune Italien là, qui vient jouer de la musique en Corse, qui se retrouve à Calvi, entend parler, on est en 1995, hein, qui à mon avis est une des pires années du siècle en Corse, hein, où effectivement des nationalistes s'étaient entretués. Ouais. Justement, vous parliez de l'attentat de Bologne, il y a une mise en miroir de l'attentat de Bologne et de l'acte commis par un des protagonistes du roman, on n'en dira pas plus. Et cette idée de mise en miroir aussi, vous l'adaptez au personnage. C'est assez intéressant parce que leur trajectoire semble systématiquement se confondre. Ainsi, les figures paternelles, celle de Andrea Almiranti et celle de Paolo Rossi, extrêmement différentes au départ, se rejoignent dans la maladie, la douleur et la mort. Et les deux figures féminines, filles des personnages précités, connaissent des destins tragiques, un peu comme des victimes expiatoires qui subissent sans même tenter de maîtriser leur destin. Alors pourquoi ces trajectoires, notamment celles des personnages féminins, marquées, il faut bien le reconnaître, par une sorte de passivité? Parce que ce sont doute celles qui prennent le feu en premier, quoi. Ce sont sans doute celles qui souffrent en premier, quoi. Et là, bon, ce sont deux, effectivement, c'est une tragédie pour l'une, on va dire, et quelque chose d'assez minable pour l'autre, quoi, dirais-je. Hein. Mais c'est parce que ce sont très souvent, ouais, à mon avis, hein, les femmes, les filles, les jeunes filles qui peuvent souffrir en premier, quoi, peut-être plus que les autres. Ouais. Donc, d'où cette place particulière que vous leur accordez dans ce livre, qui rejoint d'ailleurs, et vous l'avez dit au départ, une scène que vous avez évoquée dans une de vos nouvelles. Il y a aussi cette idée de la victime féminine en l'occurrence. Alors, arrêtons-nous un moment, vous en avez parlé, sur le personnage de Paolo Rossi. Bourgeois cultivé, c'est le mentor du narrateur, une sorte de deuxième père ou de père de substitution. Et le livre évoque notamment sa prise de conscience politique dans les années 70, lorsque, étudiant, il est témoin d'un attentat perpétré, dit-on, par Wolfgang Abel et Marco Forlan, membres d'un groupe d'extrême droite de sinistre mémoire. La fiction rejoint ici donc la réalité, puisque ce groupe germano-italien a réellement existé. Pourquoi cette fascination, justement, pour l'épopée morbide de ces deux individus, puisque vous avez déjà consacré une nouvelle, et que l'on disait animé par un idéal un petit peu délirant de pureté idéale et extrême. Oui, et là, s'agissant de ces deux hommes-là, qui sont, je crois qu'ils sont sortis de prison, qui sont pas très vieux en fait. Hein. L'épisode, c'est à la fin des années 70, c'est là qu'ils sont arrêtés. Hein. Oui, ça c'est typiquement un délire, d'ailleurs l'actualité l'a montré là, il y a quelques jours aux États-Unis. Hein. C'est typiquement le genre de délire sur la pureté, sur le refus du moindre élément étranger de ce discours qui est porteur de mort et qui, là pour le coup, cette espèce de folie à deux dans le groupe Ludwig, hein, va à un moment donné se nourrir de considérations politiques, d'élucubrations, et qui ont toujours énormément de succès, quoi. Et puis à un moment donné, qui en auront toujours, malheureusement, quoi. D'ailleurs, là encore, la radicalité de ce groupe, sur l'autre partie extrême de l'échiquier politique, fait écho à la radicalité d'un des personnages du livre. Alors, on va s'arrêter aussi sur les lieux parce qu'ils sont significatifs. Par exemple, il y a Monteverde, qui est une banlieue pavillonnaire aux confins d'une grande ville italienne, dont le narrateur est issu et qu'il n'aura de cesse de quitter. Ça, c'est un premier lieu fondamental dans le livre. Et le cimetière de Rimini, lieu d'inhumation d'un des personnages féminins, victime donc, Fiora Rossi. Cette ville sans âme et ce lieu d'éternel repos sont-ils ici les deux pendants, pour vous, en tant qu'écrivain, et peut-être que narrateur, d'une même symbolique? Je ne suis pas certain, parce qu'en fait, l'endroit où repose
cette jeune fille, hein, Ouais. a été déterminée un petit peu par hasard. D'accord. Il n'y a pas Non. d'analogie entre le calme, la tristesse et la vacuité du temps dans cette banlieue pavillonnaire et le lieu d'éternel repos Non, qu'est le cimetière. C'était pour situer sa sépulture au bord de la mer Adriatique. Hein. D'accord, d'accord. Alors, on a parlé tout à l'heure d'une forme de passivité des personnages féminins victimes. Vous faites une référence un peu inattendue dans le livre au musée Lombroso, du nom du célèbre médecin italien qui théorisa la corrélation supposée entre la morphologie des individus et leur propension au crime, ce qui pouvait aussi passer pour une manière de les déresponsabiliser, en quelque sorte, puisque du coup le criminel n'était pas responsable de sa tendance criminelle. Avec pour conséquence l'idée qu'il fallait aussi faire preuve d'une indulgence, puisque la nature humaine est ainsi faite. Alors, c'est assez curieux que vous fassiez cette allusion à Lombroso, puisqu'un de vos personnages, que vous décrivez comme physiquement très beau, et vous voyez probablement à qui je fais allusion, va perpétrer un attentat absolument meurtrier et terrifiant à la fin du roman. Alors, pourquoi cette référence à Lombroso, tout d'abord? Alors, le musée Lombroso existe, hein, Oui, oui, à Turin, d'ailleurs sûr. assez fréquemment. Je crois qu'il y a beaucoup d'associations d'Italiens du Sud qui donc poussent un peu pour le faire fermer, définitivement, on comprend pourquoi. Et Lombroso, c'est le fondateur de l'anthropologie criminelle, d'une part, donc c'est des travaux, hein, c'est très construit, etc. Bon, il n'y a pas beaucoup de pertinence scientifique, hein, mais ça participe en fait de ce spectre raciste et haineux qui est là chez Lombroso à un moment donné, qui va être chez le groupe Ludwig et puis chez d'autres dans le roman, quoi. C'est cette même... Marx disait que le spectre qui est en ténèbres, c'est le communisme, là c'est tout autre chose, quoi. Après, oui, effectivement, c'est pour... Tout à fait, vous avez bien compris, quoi, la ficelle, quoi, c'est pour prendre le contre-pied des théories de Lombroso, ouais, parce que le personnage qui commet l'attentat est effectivement quelqu'un de brillant, intelligent, beau, etc. Ouais. Alors, il y a dans le livre, je le disais, une atmosphère extrêmement particulière, véritablement très, très, très originale, et parfois, à travers les visions ou réflexions du narrateur, il y a des occurrences oniriques, voire fantastiques. Un étrange couple de vieillards, à la fois effrayant et grotesque, est-ce réellement un couple d'ailleurs, apparaît régulièrement dans le livre, y compris sur la tombe de Fiora Rossi, dans le fameux cimetière de Rimini. Ils sont accompagnés par un adolescent, gras, vous le décrivez comme gras, ça doit avoir une importance, je suppose, que les personnages voient à tour de rôle un peu comme une sorte de statue du commandeur, pourrait-on dire, ou de ponctuation humaine du livre. Est-ce un double du narrateur ou est-ce un artifice destiné à rythmer la narration? Qu'est-ce que ce personnage? Qu'est-ce que ces personnages? Alors, ces trois personnages, j'ai une idée très précise de ce qu'ils sont, mais je ne le dirai pas. D'accord, très bien. Donc le lecteur pourra se faire... C'est une sorte de, comment dire, de trinité un peu particulière, quoi. Oui, mais extrêmement frappante et extrêmement perturbante. D'autant plus qu'on n'a pas la clé dans le livre. Vous ne donnez pas la clé. Donc c'est au lecteur d'imaginer ce qu'il peut faire, lui, à travers le prisme de son esprit, de ces trois personnages si originaux. S'il y a un aspect un peu lynchien du Oui, ouvrage, il est là. oui, oui, complètement, complètement. Et alors, dans le livre, vous passez du « il » au « je » pour désigner la même personne, à savoir le narrateur. Vous êtes traducteur, je l'ai précisé en introduction. Peut-on voir aussi, dans cette alternance du « il » et du « je », dans ce double positionnement, le dédoublement du traducteur, le dédoublement du narrateur, et donc une analogie avec le traducteur qui est forcément entre une langue et une autre? C'est possible, ouais, je ne sais pas, mais ouais, c'est possible. Ouais, ouais. Vous ne l'avez pas envisagé comme ça? Non. Après, les deux textes que j'ai traduits, hein, l'un, effectivement, ce qui est le Mouton de Marc Biancarelli, hein,
comment dirais-je, j'étais un peu dans le film, quoi, en même Oui. temps, quoi, hein. Oui. Shakespeare, c'était tout autre chose, bien sûr, hein. Oui. Shakespeare qui était traduit de l'anglais au corse. Oui. Hein. Non, franchement, j'ai pas. Ouais, non. Vous n'avez pas pensé à ce moment-là au double positionnement imposé en quelque sorte du narrateur, qui est obligé d'aller d'une langue à l'autre, d'un monde à l'autre, de son univers et à l'univers de l'auteur. Non. Non. Alors, le texte, justement, est accompagné de sa traduction en corse par Jean-Yves Aquavive. Pourquoi ne pas l'avoir traduit vous-même? Ou pourquoi ne pas avoir écrit directement le texte en corse? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, voilà. bien sûr. Alors, écrire directement le texte en corse, je pense que j'en aurais été plus incapable. Vous avez écrit des nouvelles en corse, pourtant. Oui, non, bien sûr, hein, mais ça n'aurait pas été peut-être la même chose, la même histoire, le même texte. Hein. Ensuite, l'auto-traduction est quelque chose que je pense que j'aurais pas du tout, j'aurais pas réussi, quoi. J'aurais pas réussi, et puis là, d'avoir confié ça à Jean-Yves, c'était quand même une bénédiction, parce que c'est quelqu'un que j'admire énormément, qui a une langue corse qui est sublime. Absolument, c'est d'ailleurs un des auteurs du collectif. Il y a, certains de ces textes ont été publiés dans le livre Tarot et Fantasy dont nous parlions tout à l'heure. Ouais. Alors, toujours au sujet de la traduction, parce que c'est un aspect important de votre travail, un grand traducteur mondialement connu, André Markovits, pour ne pas le citer, affirme que c'est l'art de la perte puisqu'il faut opérer des choix. On pourrait dire aussi que c'est un art de la création ou de la co-création ou de la recréation, comme on voudra, puisqu'il faut établir des correspondances et reconstruire pour restituer un texte, une idée ou un propos dans une langue différente, en maintenant en même temps l'esprit de l'auteur. Donc c'est peut-être aussi une forme de littérature à part entière. Qu'en pensez-vous d'ailleurs sur ce point précis, et qu'est-ce que le fait d'être également traducteur apporte à votre travail d'écrivain? C'est vrai qu'il y a en fait, il y a quelque chose qu'on perd, il y a des choix, oui, c'est-à-dire là, on est dans une espèce d'entre-deux un peu bizarre, et quand on traduit, en fait, il va y avoir, ça va être des pages où ça va aller, quoi. Les choses passent plutôt bien, et ensuite 2 phrases vont être une abomination, quoi. Hein, et on sait plus où on se trouve. On est dans une espèce d'entre-deux indécis. Mais par rapport au travail d'écrivain, j'ai traduit aussi de la philosophie en anglais, hein, de l'anglais au français, hein, et ça forme sur la précision de la langue, sur l'attention à la syntaxe et ce genre de choses, ouais, bien sûr. Et là, j'espère continuer de traduire d'ailleurs. Et alors, toujours au sujet de ce roman, définitivement inclassable, est-ce que vous envisagez un prolongement, parce qu'il y a des choses qui sont laissées en suspens? Alors, il y a des boucles qui sont fermées dans la narration tout de même, mais il y a aussi déjà cette atmosphère qu'on aimerait bien retrouver dans une suite. Est-ce que vous avez envisagé quelque chose dans ce sens-là? J'ai envisagé quelque chose avec une comment dirais-je, un espèce de système de narration qui a à voir avec le système des castes en Inde. Donc je n'en dis pas plus, mais il se pourrait que certains personnages se retrouvent dans des boîtes de façon assez étonnante. Donc vous n'abandonnez jamais tout à fait vos personnages, en quelque sorte. D'ailleurs, c'est assez évident puisqu'on retrouve ces figures émergentes à la fois dans votre travail autour des nouvelles et puis dans ce roman. Donc nous attendrons la suite de ce livre ou quelque chose de totalement différent qui réinventera cet univers. Jean-François Rozek, merci infiniment de nous avoir accordé cet entretien. Cette émission s'achève, merci de l'avoir suivie. Vous pourrez la revoir ainsi que les précédentes éditions de Racines de Ciel sur notre chaîne YouTube. Le livre de Jean-François Rozek, que je vais vous montrer avec sa très jolie couverture, est bien sûr disponible chez notre partenaire, la librairie La Marge à Ajaccio. Je vais également, puisque je l'ai avec moi, vous montrer la revue Littérature. Voilà, c'est le 2e numéro.
Alors, il me reste à remercier, bien entendu, Philippe Costamagna et toutes les équipes du musée Fesch d'Ajaccio pour leur accueil. Merci à Nicolas, notre régisseur. Merci évidemment à Michel Lec d'avoir permis cette rencontre. À très bientôt donc. Bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt.